Bienvenue sur Oval, le podcast 100% rugby. Ici on parle de rugby sous toutes ses formes, l'actu brûlante, l'analyse, la stratégie, bref, le rugby dans son ensemble. Aujourd'hui on va parler d'actualité brûlante avec la 4e journée des 6 nations. On se déplace en Écosse. D'ailleurs, pour information, on y part pour le week-end. On va voir le match des U20 et le match de l'équipe de France. Le vendredi soir les U20 et le samedi les grands. Donc ça démarre vendredi soir. On a la compo de l'équipe de France qui vient de sortir avec une très très belle équipe de France. Je sais pas si vous l'avez vu, quelques petits changements, notamment en deuxième ligne. On remet la paire de deuxième ligne Guillard et Olivon, et du coup Flamand et Meafou passent remplaçants. On va avoir aussi la paire de centre qui a rechangé, qui était la paire paloise. On remet la paire bordelaise. Je pense qu'on a un petit peu modifié notre stratégie. Pour le reste, très très peu de changements. Ça s'annonce quand même un gros match. On sait qu'on peut aller gagner le tournoi potentiellement sur ce match si on prend le bonus offensif. Les Écossais, je pense qu'ils sont en train de monter en puissance, donc ça annonce quand même une très très grosse confrontation. Pour le banc des remplaçants, Movaka au talon, Rodrigue Netti, Demba Bamba qui fait son retour, ça c'est top. Et du coup, on savait pas trop si on allait avoir un Calvin Gourg ou peut-être un Emilien Gailleton pour sa polyvalence. Finalement, c'est Barassi qui va jouer au poste de centre ailier remplaçant, et Baptiste Rein du coup qui couvre le poste de demi-mêlée. Grosse compo, honnêtement, je pense qu'on vise plus sur une stratégie. Les Gallois sont quand même très très forts en défense, donc on vise peut-être plus sur une stratégie de déplacer un peu plus le ballon encore, d'être peut-être un peu moins frontal, ou du moins de l'être peut-être plus en deuxième mi-temps avec un banc plutôt lourd et amener du poids avec Meafou, Nouchi qui feront leur rentrée sûrement autour de la 50e. Ouais, à voir. En tout cas, grosse compo, je suis assez confiant. J'ai regardé un peu les stats des premiers matchs du 6 Nations, et je vous avoue que c'est quand même très très costaud. Pour vous donner quelques stats offensives des Écossais et des Français. Les Écossais, ils ont encaissé que 6 essais, nous on en a encaissé que 5. Par contre, nous on a marqué 18 essais, ils en ont marqué 10. Il y a des stats vraiment impressionnantes. Sur le nombre de défenseurs battus aussi, offensivement, on est assez impressionnant en termes de stats. 112 défenseurs battus pour les Français, 71 pour les Écossais. Je vous mettrai un petit peu toutes les stats. Là où aussi on est très très costaud de par une longueur de jeu au pied, que ce soit Ramos ou Dupont, on est à 2893 mètres au pied, donc c'est quand même énorme, en sachant que les Écossais sont derniers sur cette stat-là, ils sont qu'à 1936, donc ça annonce quand même une bataille qui, en tout cas pour l'instant sur les 3 premiers matchs, on a remporté cette longueur de jeu au pied qui fait peut-être la différence pour mettre la pression sur le triangle arrière. Au niveau des stats défensives, il y a une stat qui est assez impressionnante. C'est des stats par joueur. C'est au niveau des plaquages dominants. Je les ai vus passer sur un podcast aussi. C'est là que je me dis, on est quand même très très solide, que ce soit en défense ou en attaque, mais on est hyper agressif. Plaquage dominant, ça veut dire plaquage sur lequel il y a eu un plaquage offensif, on a vraiment fait reculer l'adversaire. Les 5 premiers du classement, c'est que des Français. Sur l'ensemble des équipes du 6 Nations, Anthony Gelon, il est à 6 plaquages dominants. Oscar Gégou, il est à 6. Emmanuel Meafou, il est à 5. François Cross, il est à 5. Et Lenny Nouchi, il est à 4. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Anglais, Irlandais, Gallois, Italien potentiel qui n'a fait plus de 4 plaquages dominants, puisqu'ils sont pas dans le top 5. Donc c'est quand même balèze. Et après, deuxième stat aussi, et c'est pour vous dire quand même que les Écossais, ils sont loin d'être ridicules, notamment en défense, parce que au niveau du pourcentage des plaquages réussis, le premier joueur qui a réussi le plus de plaquages, du moins en termes de pourcentage de réussite, c'est Jean-Baptiste Gros, il est à 100%. En deuxième, c'est Rory Darge,
Et en troisième, c'est Zander Fagerson, pardon. Il est à 80, donc ils sont à 97,6 et 97,3. Et le quatrième, c'est Fabien Broboiry. Il est à 97%. Donc ça annonce quand même un peu la couleur. On devrait avoir un match pas fermé, ça c'est sûr. C'est deux équipes qui sont très très joueuses. Le retour de Jalibert aussi qui va vraiment faire du bien sur la compo. On va avoir un duel de 10 quand même qui fait rêver, avec un Finn Russell qui adore créer, qui est un super animateur, et un Jalibert qui a ce coup de folie. Donc franchement, ça devrait être un très très gros match. Donc on a hâte d'être soit devant la télé, pour ceux qui ont cette chance d'être dans Murrayfield, parce que je pense que ça devrait être vraiment un match de très très haute volée. J'espère que les conditions sont correctes, qu'il n'y aura pas, a priori il fera, j'ai regardé un peu, assez beau. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, que ce sera pas trop gênant, surtout pas de pluie, pour que ça puisse dérouler, et qu'on puisse voir des beaux essais, et puis qu'on puisse voir, je l'espère, une victoire française contre les Écossais. Mais bon, ça, on n'y est pas encore, c'est loin d'être fait. Pour reparler un petit peu des U20, pareil, on a potentiellement une victoire à la clé sur cette journée qui peut se dessiner, parce que je crois qu'en second au classement, c'est les Irlandais, et ils ont 10 points, donc ils ont déjà perdu un match. Nous, on est à 3 sur 3 et on a pris 3 bonus offensifs, donc on est à 15 points. Et les Écossais, surtout, ils sont derniers, ils ont que 5 points, donc ils ont une seule victoire. J'ai vu un peu la compo, ils ont mis du très costaud. Je me faisais la réflexion, je me dis c'est incroyable, parce que quand même en France on a vraiment pris je pense l'idée de bosser la formation en symbiose avec les clubs français de top 14 et de Pro D2, parce que quand tu regardes la compo des 23, je sais pas combien il y en a qui ont matché en Pro D2 et en top 14, mais il y en a quand même un sacré paquet. Quand tu vois Baptiste Iyol, les deux frères Keletaona, Andy Sarmachi, il y en a pas mal, et franchement c'est quand même énorme. Il y a Adrien Dro aussi, le centre, qui joue à l'UBB. Il y en a qui jouent, il y a quand même du matos, et franchement c'est hyper prometteur. Ils ont une génération encore qui est vraiment pas mal. Donc c'est top de se dire que ça pousse, il y a une équipe de France qui fonctionne, mais la jeunesse aussi, les U20 performent, donc ça c'est top. Je pense qu'on devrait avoir deux très très beaux matchs ce week-end, donc ça s'annonce vraiment très très sympa. Pour parler un peu de stratégie de rugby, je voulais aborder une thématique sur la défense, avec l'arrivée depuis quelques années de la rush défense. On dit souvent qu'elle prend un peu le pas sur l'attaque. Cette rush défense, en quoi ça consiste? À contrario de ce qu'on appelle un peu la défense en contrôle, ou la défense en aile d'avion inversée, l'idée c'est de fermer le plus vite et le plus fort possible les extérieurs. On s'est rendu compte que en mettant une pression pour empêcher justement l'attaque d'aboutir à son lancement ou d'aller toucher les couloirs, ça permettait quoi? Ça permettait de mettre sous pression l'attaque constamment, et ça permettait aussi d'éviter de subir du terrain. Donc je sais pas trop d'où vient l'arrivée de la rush défense. Je me demande même si ça vient pas un peu du rugby à 13, avec ce système de montée, descente, montée, reculer, avec les tenues, parce que eux c'est pareil, ils montent souvent très très fort. Les 2-3 premiers viennent agresser pour vraiment limiter la perte de terrain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un gros changement sur la méthode de défense. Elle a très très peu de lacunes, cette stratégie défensive, mis à part peut-être à certains moments une rush défense pas très très bien faite, mais ça c'est plus dans la méthode que dans la manière de la faire, que plus dans sa force en elle-même, parce que si c'est bien fait, que les derniers défenseurs montrent très fort sur les soit la cellule porteuse, soit dans le dos pour venir fermer, souvent c'est hyper efficace, et ça permet vraiment de mettre en difficulté les attaques. L'éventuelle limite qu'elle peut avoir, c'est que du coup, quand on est sur de la rush défense,
on le voit de plus en plus, ça permet d'ouvrir potentiellement sur des passes au pied en diagonale, ou vu que ça monte très très fort, à l'image souvent de Jalibert, de tenter un petit par-dessus, et du coup une défense se retrouve un peu à contre-pied et se retrouve déséquilibrée, mais à part ça, elle a quand même une vraie force, et je trouve qu'elle met vraiment en difficulté de plus en plus les attaques. C'est Johan Coudulo qui disait: on a énormément de travaillé la défense, parce que la défense c'est presque plus facile à travailler que l'attaque finalement, parce que cette notion de monter fort, d'être en ligne et de venir agresser, finalement c'est peut-être c'est plus facile de progresser en tout cas sur une stratégie défensive, des montées défensives, que sur de la technique individuelle, joueur par joueur, pour progresser sur une passe, etc. Que voilà, le domaine offensif finalement est peut-être un peu à sa limite aujourd'hui, plus difficile de progresser, alors que les défenses aujourd'hui ont vraiment, je trouve, passé un cap par rapport à il y a quelques années, notamment les défenses en border ruck, etc., qui ont évolué aussi. Donc voilà, ce rush défense est venu faire progresser tout le système défensif, parce qu'elle a mis vraiment en difficulté l'attaque. Et pour finir, j'ai un petit lancement très sympa. Je sais pas si vous regardez le Super Rugby. Si vous le regardez pas, franchement, regardez-le, parce que ça joue dans tous les sens. C'est vraiment assez spectaculaire à voir. Il y a souvent des résumés sur YouTube qui sont très bien faits pour pouvoir voir un peu les condensés des 3-4 matchs qu'il y a dans le week-end. En tout cas, j'ai trouvé un lancement très sympa. C'est un lancement des Crusaders le week-end dernier contre les Chiefs. C'est un lancement sur mêlée côté droit, je dirais à peu près sur les 50. Très très simple, 9, 10, 12 qui vient couper. Ça donne dans le dos pour l'ailier côté fermé. Et ensuite, il y a une deuxième coupe qui vient, et Will Jordan qui arrive dans le dos avec de la vitesse, qui crée un décalage. Ça remet intérieur pour le demi de mêlée, Notam je crois, et c'est en plein milieu des poteaux, en bout de course, juste magnifique. Franchement, si vous l'avez pas vu, il est très très sympa. Ça va à 10 000, Will Jordan, quand il casse le premier rideau, c'est juste incroyable sur les on va dire 5 mètres là du moment où il arrive sur le premier rideau. Il a une espèce de gaz, et en fait le défenseur qui vient de défendre pour la coupe, ça joue dans le dos, ça va trop vite, il se fait avoir sur le décalage, et après une fois que c'est franchi, c'est terminé, ça va beaucoup trop vite. Franchement, le lancement est très sympa. On arrive à la fin de ce podcast. Je voulais vous remercier encore. J'ai de plus en plus de messages de gens qui m'envoient des petits messages, les petits commentaires. Ça fait hyper plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait hyper plaisir. Je vous dis à bientôt sur ce week-end en Écosse. À bientôt. Ciao.